Salut tout le monde, c'est Laurie. Aujourd'hui, je vous retrouve pour tester un nouveau format de podcast consacré aux passions artistiques. Dans ce format, je rencontre 4 personnes venant d'horizons différents et qui consacrent du temps à leur passion à côté d'une activité principale. Je vais donc vous présenter tour à tour. Tony, 20 ans pour la photographie et l'urbex. Gilles, 60 ans pour la peinture et le dessin. Nico, 29 ans pour la musique. Et Damien, 31 ans pour l'écriture. Ils vont chacun m'expliquer comment leur est venue cette passion, qu'est-ce qui les a inspirés et qu'est-ce qui leur a donné envie de se tourner vers elle. Voilà, je vous laisse en leur compagnie et je vous souhaite une bonne écoute. Donc du coup, on est avec Tony qui va nous parler de la photo, sa passion, et de l'urbex. Donc déjà, je te laisse, j'ai dit ton prénom, donc c'est bon, tu t'appelles Tony, n'est-ce pas? C'est ça. T'as quel âge? Alors j'ai 20 ans, j'habite dans les Vosges. Ok, un Vosgien. Ouais, c'est Vosgien. Et donc ta passion c'est? La photographie et l'urbex. Et l'urbex, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas. L'urbex, c'est un diminutif de exploration urbaine. Ça consiste à visiter des lieux abandonnés. Ok. Et du coup, les deux sont liés parce que souvent tu fais des photos sur le lieu oui, abandonné. j'ai commencé l'urbex et je voulais vraiment photographier les lieux, donc je me suis plus intéressé à la photo et du coup maintenant je fais des photos d'urbex et autres, portraits, un peu paysages, tout ça. Ok. De toute façon, ça, je vais te demander juste après. Mais quel est ton métier? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors en ce moment je travaille en tant que cuisinier chez un traiteur à Épinal du coup. Ok. Et alors pourquoi tu as choisi d'avoir cette passion-là de ne pas en faire ton métier principal en fait? Quand je me suis intéressé à la photo, je voulais faire des études et j'étais vraiment passionné, donc je me suis dit je vais essayer d'en faire mon métier en me renseignant. J'ai vu que c'était trop compliqué, les études c'est trop cher, pour en vivre c'est trop compliqué. Ouais, c'est dur de se trouver une place de photographe, même si tu as fait des études de photographe déjà. Bah oui, surtout maintenant avec les téléphones qui font des belles photos, plus personne fait appel à des photographes quasiment. Ouais, donc en plus il y a beaucoup de demandes, je pense, aussi. Bah aussi, oui, et ça se perd beaucoup en fait. Ouais. Ok. Donc ça c'est pourquoi t'as pas choisi d'en faire ton métier principal. Et alors du coup tu passes combien de temps à faire ce loisir-là? Tu peux me dire les deux, en fait l'urbex et la photo. Ça dépend. Ça te prend combien de temps à peu près? C'est quelque chose que tu fais vraiment... dès que t'as du temps libre tu le fais ou bien tu t'organises ça? Après l'urbex on passe quasiment plus de temps à chercher les lieux qu'à les explorer. Ouais. Et la photographie, aussi, je passe du temps plus à retoucher les photos quasiment qu'à en faire. Mais oui, quand j'ai le temps, les week-ends, quand je travaille pas, mais ça dépend des périodes en fait. Et du coup, t'as appris la photo comment? J'ai appris tout seul. J'ai acheté mon appareil photo, j'avais jamais touché un appareil photo. Enfin un réflexe, je connaissais pas du tout. Et je me renseigne sur internet, sur YouTube. J'apprends tout seul. T'as appris tout seul, c'est pas quelqu'un qui t'a montré comment Non, comment pas faire. du tout. Donc toi t'as voulu apprendre tout seul. Oui. Et sur l'urbex, c'est un peu déconstruit, mais j'ai oublié de te demander, j'y pensais tout à l'heure. En fait, quand tu cherches des lieux, tu m'avais dit que c'était principalement sur Google Maps. Oui. En vue satellite, on repère si les lieux ils ont l'air abandonnés, on fait du repérage. Ouais. Donc au départ vous perdez pas de temps à chercher vraiment en ville, à marcher pendant super longtemps et tout. Non, ou des fois tu tombes sur des lieux par hasard en passant par là, mais en général on cherche sur Maps. Et la plupart des lieux qu'on trouve sur Maps, ils sont pas... Je veux dire, sur 10 lieux qu'on trouve, on va les checker et il y en a qu'un qui sera vraiment abandonné ou qui sera visitable. Ouais, c'est fou. La plupart du temps, ils sont pas accessibles. Ok. Et la plupart du temps, tu vas tout seul ou en groupe? Non, jamais seul, il y a des règles dans l'urbex. Donc jamais seul, parce que c'est trop dangereux. Ouais. Et je peux citer les règles. Vas-y. Déjà, jamais tout seul. Ou alors vraiment, faut dire... Ça fait vraiment partie des règles, ça? Ouais. Ah, ok. Donc jamais seul. Ou alors, faut dire à quelqu'un où tu vas. Ouais. Et si t'as pas de nouvelles avant telle heure, c'est qu'il y a un problème. Ah oui, d'accord.
Ouais, vous êtes vraiment dans la sécurité, c'est bien. Ouais, c'est dangereux, hein. Il y a eu beaucoup d'accidents là-dessus. Ouais. Et jamais donner les adresses. Ouais. Jamais communiquer aux autres les adresses, en fait. C'est ça. Les adresses, elles restent secrètes. Jamais dégrader les lieux, jamais rentrer par effraction. Jamais voler, jamais voler. Après, en général, on fait des mises en scène. Surtout, il y en a, ils font le bordel dans les lieux, donc on remet en place, on nettoie, on fait des mises en scène pour faire des belles photos. Ouais, ok. Et après, les photos, toi, tu les publies, tu les mets en ligne, tu les montres au public? Oui, je les publie sur Instagram, j'ai un compte Urbex, un compte pour les autres photos. Ok, et ben du coup, tu nous donneras ça. Et pour l'Urbex, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Je voyais beaucoup ça sur les réseaux sociaux, ça commençait à se faire connaître dans les années 2000 en fait, l'Urbex. Ouais. Au début, tout le monde visitait des lieux abandonnés, mais c'était pas montré au public. Okay. Et j'ai vu beaucoup de youtubeurs, d'instagrammeurs, et ça m'a donné envie d'en faire, et j'ai rencontré une personne qui en faisait. Ouais. Du coup, il m'a emmené avec lui. Ok, ça marche. Et pour tes deux passions, la photo et l'urbex, si tu veux, qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Pourquoi tu aimes faire ça? Ça me permet de sortir de ma zone de confort. Ouais. Et surtout l'ambiance qu'on retrouve dans les lieux abandonnés. Ouais. Tu te sens vraiment seul et tu te retrouves avec toi-même. Ça doit être une ambiance particulière, quoi. Surtout quand on fait des explorations nocturnes, il y a une ambiance assez pesante, assez glauque. Flippante. Ouais. Ouais. D'accord, ok. Et en tout cas, merci d'avoir répondu à ces questions. Et est-ce que tu peux nous dire où on peut suivre tes photos? T'as un compte pour les photos, un compte pour l'Urbex? Oui. Et je les mettrai aussi en lien dans la description, mais vas-y, je te laisse dire ce que c'est. Alors le compte Urbex, c'est Valdurbex, et le compte photo, c'est Tony Graphie. Ça marche. Tu veux rajouter quelque chose? Non. Ok, ça marche. Et merci Tony. Donc je suis aujourd'hui avec Gilles, qui a 60 ans. Oui. Et donc, quelle est ta situation de famille? Je suis marié et j'ai des enfants qui sont grands et maintenant une petite fille. Et une petite fille. Et je travaille. Voilà. Ok. Alors justement, est-ce que tu peux présenter ton métier, ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mon métier, c'est pharmacien d'officine. Donc je délivre des médicaments sur des ordonnances et je soigne beaucoup les gens qui viennent me demander des conseils. Et tu fais ça depuis très longtemps? Depuis combien de temps tu fais? Je fais ça depuis plus de 20 ans. Voilà. Ok. Alors, quelle est ta passion, là, ce dont on va parler, et depuis combien de temps l'exerces-tu? Alors, ma passion dont on va parler, c'est la peinture, qui peut être de la peinture sous forme d'aquarelle, de peinture à l'huile ou d'acrylique, et le dessin. Et ça, je le fais depuis que j'ai à peu près, 20 ans. Donc, voilà. D'accord. Donc tu as commencé à peu près à 20 ans. Combien de temps tu consacres à cette passion? En fait, c'est très variable. Ça a été très variable selon les périodes de ma vie, selon le travail que j'ai exercé. Quand j'étais étudiant et salarié, j'avais quand même un peu plus de temps que maintenant où j'ai mon entreprise. Ouais. Voilà, donc là c'est plus du dessin et parfois de l'acrylique parce que c'est une forme de peinture qui va assez vite. Ouais. En fait, tu as choisi cette méthode de peinture parce que ça va vite ou c'est parce que par affinité? C'est juste en discutant avec des amis qui eux-mêmes l'utilisaient que ça m'a donné envie de l'utiliser et effectivement je trouve que comme ça sèche rapidement, on peut aussi le retoucher facilement, ça correspond bien au temps que j'y consacre maintenant qui est plus très important en fait. Ouais. Et du coup, depuis que tu as ta pharmacie, tu disais c'est assez irrégulier le temps que tu consacres à ta passion. Donc en fait,
tu te prévois pas des plages horaires où tu vas avoir le temps. C'est vraiment ça, quand tu as le temps. Je fais plus ça parce que effectivement c'est juste un moment où l'envie de dessiner et de peindre vient. C'est pas planifié. C'est pas vraiment planifié. Vraiment... Et par contre, c'est vrai que le matériel doit être facile à utiliser et facilement accessible parce que si ça prend 3 heures pour sortir le matériel de ces boîtes, etc. Tu n'auras plus le temps. Compliqué. Après, tu n'as plus le temps pour en faire. Et du coup, tu disais que tu as vu un ami qui faisait ça et c'est ça qui t'a donné. Donc à la base, c'est comme ça que tu as eu envie d'en faire ou il y a eu un autre élément? Alors au tout départ, ça c'était pour la peinture acrylique, mais au tout départ quand j'ai commencé à dessiner et à peindre, c'était plutôt, je pense, quand j'ai vu les aquarelles de Folon, en fait, c'était lui qui avait fait le générique d'Antenne 2 et c'était un petit bonhomme en aquarelle qui s'envolait dans l'air. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des aquarelles. D'accord. Voilà. Et voilà, c'est ça. Donc j'étais assez jeune. Je pense que je devais avoir une 20aine d'années. Voilà. Et t'as pris des cours? Alors à un moment, j'ai pris des cours. Effectivement, j'avais commencé à en faire tout seul. Et j'ai pris des cours, mais pas très longtemps. J'ai pris des cours de dessin et des cours d'aquarelle. D'accord. Et voilà. Et après, j'ai lu des bouquins et je me suis mis à peindre tout seul et voilà. Et tu as été beaucoup dans les musées est-ce que aller dans les musées ça t'a inspiré Au départ, quand j'étais jeune, j'ai fait très peu de musées. Par contre, après, je dirais qu'à partir de la quarantaine, effectivement, ça m'a intéressé de voir les peintres qui peignaient à l'huile et ça m'a beaucoup intéressé de visiter effectivement les musées et notamment Monet. C'est vraiment un des peintres les meilleurs et ça c'est très intéressant. Voilà. Ça m'a donné envie de passer à la peinture à l'huile et d'essayer. Alors j'ai pas pris de cours mais j'ai lu pas mal de choses. Bon, après, je suis pas non plus... c'est juste ma passion et un passe-temps. Mais d'ailleurs, t'as fait beaucoup par rapport à des modèles où tu faisais beaucoup librement en t'inspirant des techniques de Monet, selon les... J'ai fait surtout par rapport à des... Quand j'ai peint, par exemple, la peinture à l'huile, c'était... Oui, j'ai copié par exemple les tournesols de Van Gogh, ça effectivement. Tu t'es inspiré ou t'as vraiment... pour toi, t'as vraiment... Je me suis inspiré, j'ai pas essayé de recopier complètement parce que j'aime pas recopier intégralement. Et puis j'ai aussi peint beaucoup des choses, par exemple des endroits où j'étais allé en vacances, où j'ai pris des photos, où j'ai acheté des cartes postales pour pouvoir m'en servir comme modèle après. Parce que quand tu fais une peinture ou un dessin, c'est quand même mieux, tu arrives mieux à le faire si y a une émotion dedans ou si tu ça y es allé, si tu as un souvenir. Voilà. D'accord. Et pourquoi tu as choisi de ne pas en faire ton activité principale? Effectivement, c'est pas mon activité principale parce que j'avais déjà choisi un métier à ce moment-là. Et puis c'est vrai que pour vivre de sa peinture, il faut vraiment être très bon. C'est plus ce que tu as. Mais si tu avais eu la possibilité, si c'était très bien payé d'être peintre pour tout le monde, est-ce que tu penses que tu aurais choisi plutôt ça plutôt que la voie scientifique de pharmacien? Ça, je ne sais pas. Et d'ailleurs, pour toi, c'est deux choses opposées ou bien justement c'est complémentaire et c'est deux choses qui peuvent coexister. C'est pas antinomique, mais. En fait, ton métier de pharmacien, ça te passionne aussi. Ça t'intéresse aussi? Oui, ça m'intéresse aussi. J'y vais toujours avec beaucoup d'enthousiasme. Et oui, il m'intéresse toujours. Ça m'intéresse
d'arriver à participer à la santé des gens et de les aider. Ouais, donc c'est pas par dépit non plus que tu as... Non, bon après c'est vrai que l'activité de peinture nécessite quand même, si on veut en faire sa vie, gagner sa vie avec ça, ça nécessite quand même d'être très bon. Ouais, et puis aussi, ou reconnu. Voilà, puis d'abord... Pas obligatoirement très bon. Même pas forcément très bon, mais d'abord aussi des bons contacts peut-être, après ça dépend. Après c'est des choix comme la chanson, de vie, le cinéma, comme plein de choses après. Oui, c'est des choix plein de choses artistiques. Après. Voilà, c'est des choix de vie. Après il faut le courage de quitter tout ce qui est classique pour des choses qui sont moins sûres aussi. Hein. C'est clair. Et dernière question, qu'est-ce que ça t'apporte personnellement ? Est-ce que tu crois que tu pourrais vivre sans faire ça, ou il te manquerait quelque chose ? Enfin, qu'est-ce que ça t'apporte en fait ? C'est de la relaxation, un moment pour toi ? Ça apporte déjà une forme de détente, une forme de concentration, parce que très souvent quand on veut peindre quelque chose, il faut y réfléchir un certain temps avant, c'est-à-dire qu'il faut prévoir un dessin, parfois il faut dessiner de manière assez précise, et puis il faut penser aux couleurs, qu'il y a un certain mûrissement, où il faut rechercher un sujet, par exemple dans ses souvenirs ou dans des photos que l'on a prises. Donc effectivement, ça demande de la réflexion, ça prend du temps. D'ailleurs, quand tu dis du temps, ça veut dire que quand tu te mets sur un dessin ou une toile de peinture, ça peut prendre plusieurs heures à plusieurs jours à plusieurs mois, peut-être. Ça dépend. C'est-à-dire que après ça dépend des techniques. Bon, la technique de l'aquarelle c'est assez rapide, il faut aller vite. La technique de l'acrylique, on peut prendre son temps et y revenir. La technique de la peinture à l'huile, il faut laisser sécher les couches pendant plusieurs jours. Donc ça demande une certaine patience aussi. Et il faut prévoir, on fait le fond, on laisse sécher, on reprend après, on fait donc on procède couleur après couleur, ou on fait ces petits mélanges, mais c'est un peu plus long. Donc alors il y a ça donne quand même une certaine occupation de l'esprit. Et après, on a le résultat qui est là, et qui plaît ou pas. Alors, on n'est pas toujours satisfait de ce qu'on a fait. D'ailleurs, globalement, tu es plutôt satisfait de ce que tu fais à la fin, ou tu es toujours frustré c'est-à-dire que parfois, je suis assez content du résultat. Bon, après, je ne me contente pas de grand-chose, peut-être, mais... il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses que j'ai gardées, mais c'est mieux quand on est satisfait de ce qu'on a fait. Les choses que je montre, c'est les choses qui m'ont satisfait, qui me satisfont. Il y a des choses que je ne montre pas ou que je détruis, voilà. Mais ça m'a occupé. Et est-ce que tu les vends ? T'en as déjà, moi je sais que tu en as déjà vendu j'en quelques-unes. Ai déjà vendu, mais après Et exposé une fois, t'en as exposé. J'en ai exposé, mais bon. C'était une bonne expérience. Oui, c'était une bonne expérience. C'est un peu stressant parce qu'on se demande ce que les gens vont en penser, mais c'est vrai qu'aussi de se comparer aux autres, quand on voit dans une exposition qu'il y a des très très beaux tableaux, on se prend quand même une claque. Mais dis-toi qu'il y a des gens qui doivent se dire pareil de tes toiles. Donc, après, dans cette exposition, il y avait quand même des gens qui avaient beaucoup l'habitude d'exposer, vraiment des très très bons. Donc, effectivement, il faut relativiser. Voilà. Et peut-être que quand tu seras à la retraite... Tu vas gagner ta vie avec ça. Enfin, tu vas. Disons que j'aurais effectivement, je peux avoir plus de temps. T'as pensé à ça, les vendre après Après les vendre, c'est pas tellement le but recherché. Mais après, il y a effectivement des gens. Il y en a gens... que tu veux garder aussi. Oui. Moi, je le faisais plus pour me rappeler de bons souvenirs et décorer un peu ma maison. Mais je le fais pas pour avoir une reconnaissance par plein de gens.
Je suis pas habité par le feu de la passion d'exposer et d'être reconnu. T'as pas le besoin d'être reconnu. Je pense que les peintres, les grands peintres qui ont exposé, comme les impressionnistes par exemple, se sont battus pour faire accepter une certaine forme de peinture. Ils avaient vraiment le feu, la passion en eux, quoi, et la volonté d'être reconnus. C'est particulier, quoi. Eux, c'était vraiment leur raison de vivre aussi. Voilà. Ok. Et est-ce que tu as une dernière chose à ajouter? Pas vraiment, non. Si tu n'as plus d'autres questions. C'est tout bon pour moi. Merci en tout cas. Merci, au revoir. Pour la suite, on va retrouver Nico qui va nous parler de musique. Mais juste avant, écoutez bien, je vous passe un petit extrait de sa propre composition. Et je vous en passe un deuxième tout à la fin du passage de Nico aussi. Et puis je vous mettrai le lien en description pour aller écouter sa musique. Voilà, donc là je suis avec Nico qui a... T'as quel âge déjà? Presque 29. Presque 29. J'ai 29 le mois prochain, tu te rends compte? Ouais. Approche des 30 ans. Moi j'ai eu 29, donc j'ai presque 30. On peut dire la loose. La loose. Non, ça se fait pas pour ceux qui ont plus de 30. Oui, c'est vrai. On approche de la trentaine. Ouais. Elle est dépitée. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Nico? Je fais plein de choses, moi. Quel est ton métier? Mon métier, je fais de la radio. Ouais, je suis animateur. Animateur, tu fais des voix off aussi? Ouais, aussi un petit peu, ouais. De moins en moins, parce que pour le coup, plus beaucoup de temps pour le faire, mais oui, je prête toujours un petit peu ma voix aussi, de temps en temps. Ouais. D'accord. Et quelle est ta passion artistique? Ma passion, c'est la musique. Ok. Plus précisément, alors j'ai fait longtemps de la batterie. Ouais. J'en ai fait presque 7 ans, 7 ou 8 ans. T'as pris des cours? Ouais. Même des cours de solfège, genre, c'est pour te dire, la motivation du gars. Et il y a du solfège en batterie? Alors, mais franchement, oui. Vraiment? Ouais, j'étais obligé de suivre des cours de solfège pour faire de la batterie. Sauf qu'en fait, le solfège me servait à rien. Parce que la batterie, il n'y a pas de notes, c'est que du rythme. Donc, voilà, c'était une école de musique en même temps. Donc, voilà. Comme ça, t'avais la base. J'avais la base. Et après, tu peux faire... Enfin, c'est vachement plus facile si tu veux te lancer dans n'importe quel instrument après. Bah oui. Avec tes bases. Sauf que, Sauf que t'as choisi la batterie. Voilà, sauf que j'ai choisi la batterie, le truc où il n'y a pas besoin de solfège. Voilà. Donc je suis incapable de te dire à quoi correspond un sol ou un do. Je sais rien. Mais t'as le sens du rythme du coup. Ah oui. Exactement. Et donc t'as arrêté après? J'ai arrêté la batterie parce que j'en avais marre de prendre des cours de solfège. Non mais en fait j'avais fait le temps, j'en avais un peu marre en vrai. Alors c'est pas que la batterie me passionnait plus, mais j'avais envie de faire de la radio. C'est pour ça que je suis parti dans une radio associative à un moment donné et j'ai lâché la batterie pour ça. Pour mon autre passion qui était la radio. D'accord. Et puis parce que prendre des cours de solfège, de batterie, ça commençait à être un petit peu chiant, tu vois. Ouais. Quand tu fais de la musique, t'as envie de t'éclater, et là ça devenait tout sauf de l'éclate. Ok, ouais. Donc c'était il le faut côté que j'arrête. très scolaire. Très scolaire, et à un moment donné c'était plus possible, quoi. Donc je me suis dit je vais arrêter. Je me suis mis un peu la guitare chez moi, mais en autodidacte, pareil. Ah, ok. Le solfège m'a pas servi, parce que je savais pas, en vrai le solfège... Comme j'en avais pas besoin pour la batterie, je me suis jamais intéressé vraiment à ce truc-là. Je savais lire les notes sur une partition, mais je suis incapable de jouer d'un instrument en sachant ce que c'est un si, fa. Donc là, quand tu composes, tu utilises même pas le solfège? Non, c'est à l'oreille en fait. Okay. C'est vraiment à l'oreille. D'accord. Ok. Et donc là, tu chantes et t'enregistres de la musique. oui. Alors moi qui suis très timide de base, en plus de ça, c'est un peu bizarre parce que je fais que des trucs en fait qui sont pas normales pour un mec un peu réservé, tu vois. Oui, en fait, vu que tu fais... Ouais, non mais c'est vrai. Non mais quand tu fais des trucs où t'as besoin d'improviser, même dans ton métier dans le métier de à tous la les jours, radio, c'est un truc carrément. de fou, il faut vraiment... Carrément, et puis voilà, c'est quand même des trucs un peu publics quand même, tu vois. C'est mine de rien, t'es un peu mis sur le devant de la scène, même si la radio finalement...
Contrairement à la télé, t'es un peu caché quand même, tu vois, les gens te voient pas et il y a ce côté-là qui est un peu rassurant. Ouais, mais tu disais que tu fais quand même des événements où tu rencontres du monde et... Oui, ça aussi, mais du coup, on se met dans un truc où, je sais pas, tu vois, comme ça reste professionnel et tout, enfin, t'as pas le choix, de toute façon, t'es dans ton truc et il faut y aller, quoi. T'es payé pour ça, donc de toute façon, tu peux pas être timide. Ouais. Puis bon, en vrai, je le suis pas, je pense que c'est l'effet micro. Pour beaucoup, le côté micro annule un petit peu la timidité. Ouais, et en fait, t'as plein de gens aussi qui sont timides dans la vie et qui disent que quand ils sont sur scène, enfin tu sais, c'est mais oui, ça annule le truc, ouais. En fait, ils sont complètement désinhibés et tout. C'est assez bizarre et je pense que soit on se cache derrière des personnages, soit derrière un micro. Voilà, je pense que c'est vraiment le truc qui, ouais, je pense que ça enlève une partie, en tout cas, de la timidité. Ouais. Je pense. Ok. Et du coup, pour revenir à la musique, à ta passion, donc, à côté, enfin, autre que la radio, parce que la radio, c'est aussi ta passion, finalement. Oh, bah, c'est une grande passion, ouais. C'est un métier passion, t'as la chance de faire ce ouais, c'était pas gagné, hein, mais... ouais, c'est sûr que c'est compliqué. Ouais, on va dire que les portes sont fermées, enfin, la plupart du temps. C'est des coups de chance et des bonnes rencontres, quoi. Ouais, puis il faut beaucoup de temps faut s'accrocher pour se créer un réseau et tout. Ouais, puis il faut s'accrocher tout court parce que voilà, c'est... Non, mais c'est vrai, c'est dur. Tu disais même au niveau des horaires de la radio, c'est quand même pas... Ouais, il faut être passionné, ouais, il faut être passionné. Ouais. Clairement. Et pour en revenir... Ah bah alors, effectivement. Du coup, tu y passes combien de temps? Est-ce que tu passes régulièrement, enfin tu te consacres un temps, par exemple 1 heure par semaine, ou est-ce que c'est complètement irrégulier? C'est quand toi t'as le temps de... C'est quand j'ai le temps et quand j'ai de l'inspiration en fait. Ok. Donc des fois, ça arrive que j'ai rien pendant 1 an. Ça m'est déjà arrivé de rien faire pendant 1 an, mais de rien toucher pendant 1 an, vraiment. Ah, les artistes. Ah, les incompris. Non, je rigole, non mais... Ça m'est déjà arrivé, ça, pendant 1 an, peut-être même plus d'ailleurs, et des fois, je vais avoir de l'inspiration et je vais composer, écrire. Ça m'est déjà arrivé des fois d'écrire des chansons en 15 minutes, et puis après, derrière, j'ai plus rien pendant 2 ans. Du coup, en premier... Très irrégulier, quoi. Ouais. Donc, en premier, t'as l'idée d'un texte, c'est ça? Non, même pas, non, j'ai plus une idée de mélodie. Ok. Donc je me mets sur mon ordi, tu vois, je fais mes petits trucs. Ou des fois, quand je suis pas chez moi, je m'enregistre, tu sais, en message vocal, tu sais, sur mon... Ah oui, d'accord. Sur mon téléphone, pour pas zapper. Des fois, j'ai un truc, je me dis, ah, tiens, c'est sympa, ça, hop, ça peut peut-être me servir. Ouais. Et je garde ça dans un coin. Et je m'y remets quand j'ai un petit moment, tu vois. Ou alors, des fois, pour vraiment pas zapper, hop, j'ouvre mon PC, et puis ouais, je compose mes petites notes, tu sais, sur mon logiciel. Donc, j'ai un logiciel de composition musicale. Ok. Où il y a un petit peu tous les sons, hein, voilà, il y a du piano, il y a plein de choses. Donc alors les vrais musiciens diront ah, c'est pas de la vraie musique, c'est vrai, en soi c'est pas faux, il n'y a pas des gens qui jouent, mais en même temps je sais pas jouer de piano réellement. Je vais juste avoir l'oreille musicale à me dire, enfin savoir ce que c'est un accord de piano et à me dire ça sonne, c'est un vrai accord ou pas. Mais je suis incapable de jouer du piano, enfin on met un piano devant moi. Oui, mais tu joues de la guitare par contre. Oui, la guitare par contre, oui. Des fois, voilà. Tes sons, tu les enregistres aussi avec ta guitare personnelle? Ouais, des fois, je vais mettre par exemple du piano, de la basse et de la batterie directement par logiciel. Et par contre, je vais rajouter la guitare en réel, tu vois, que je vais jouer par-dessus. Mais alors pareil, tu vois, je peux pas... J'ai pas suffisamment de matériel chez moi pour pouvoir enregistrer une batterie. D'ailleurs, j'ai plus de batterie chez moi, ça prenait beaucoup trop de place. Et je pense que mes voisins m'en remercient. Et ta famille aussi. Et ma famille aussi, voilà, tant qu'à faire. Non, donc voilà, enfin, c'est vachement pratique maintenant. Enfin, tout le monde peut composer facilement depuis son PC, même son PC portable, les trucs s'installent très facilement. Et bon, après voilà, faut un petit peu de temps pour mettre en place son truc, quoi. Mais du coup, tu composes ta musique et après. Tu chantes, enfin t'as des idées, après j'ai des idées de texte. Alors là c'est pareil, des fois j'ai des musiques, ça fait enfin j'ai des chansons pour le coup, des musiques qui sont toutes prêtes. Mais je n'ai jamais réussi à mettre un texte dessus. Et c'est des trucs qui sont sur mon disque dur depuis genre 5 ans et je n'arrive pas à les exploiter, j'ai pas d'idée de texte et ça vient pas. Donc tant que ça vient pas, ça vient pas. Après souvent en plus de ça, j'ai un regard assez critique sur ce que je fais, donc très souvent quand je réécoute les trucs et souvent les choses que j'ai composées il y a 2 ans, je les réécoute et je fais ah non. Ouais, t'as trop de mal. C'est clairement naze en fait. Mais il y a rien. Enfin voilà, tu jettes des trucs des fois ou tu les gardes quand même? Je les garde tout le temps de côté parce que je me dis voilà, on sait jamais. Et puis des fois certaines chansons que j'ai composées il y a 2 ans que j'ai pas utilisées parce que j'avais pas de texte dessus vont me servir pour autre chose. En fait, je vais faire évoluer la chanson que j'ai faite il y a 2 ans
autre chose, genre parfois un peu plus rock, un peu plus... parce que j'évolue aussi musicalement dans la vie de tous les jours. Et je me sers parfois de base, d'une musique qui était terminée il y a 2 ans pour en refaire une autre, mais donc c'est-à-dire que l'ancienne je la jette, mais elle m'a servi de base pour une autre chanson pour laquelle j'ai des idées derrière, quoi. Et là, t'en as combien à peu près au total, je sais juste pas. les sons? En vrai, juste les sons, je sais pas, je dois en avoir une 60aine peut-être que j'ai composé, mais j'en ai pas utilisé 50, donc carrément pas. Carrément pas. mais souvent, du coup, la plupart du temps, quand tu as une idée de son, tu sais déjà l'ambiance des paroles que ça va être, ou bien pas du tout, ça vient après ça? Bah non, ça dépend. Franchement, ça dépend. Il y a des chansons, tu sais quel univers tu veux donner dessus, d'autres, et la plupart du temps non, j'ai pas d'idée. En général, alors moi j'écris souvent quand je suis pas bien, tu vois. Souvent. C'en a qui est... Non mais c'est vrai. Tu fais plus de chansons sur... plus de chansons tristes, en fait, Et souvent quand je suis heureux, ce qui arrive très souvent quand même, je suis plus souvent heureux que triste, et heureusement d'ailleurs, quand je réécoute, tu vois, je dis oh là là, c'est un peu bizarre, tu vois, c'est tellement triste. Ouais, c'est un peu triste, c'est... Je sais pas. Je me dis, tiens, c'est pas... non, finalement, c'est pas si terrible que ça, tu vois. Parce que ça reflète pas... Enfin, voilà, ça reflète pas mon truc du moment. Ça reflète... C'est plus des moments où t'étais triste. Et où c'est ça, des moments tristes, ou des moments un peu de colère, ou des trucs... Souvent, mais mais de toute façon, je pense que... En vrai, 80% des chansons, mais... qu'elles soient anglophones, françaises, c'est des chansons d'amour, tu vois. Alors, soit des chansons un peu de blabla, des trucs un peu... je t'aime, machin et tout ça, ou alors que des chagrins d'amour. La plupart du temps, les gens écrivent beaucoup là-dessus. Et je pense que ça parle à tout le monde, en fait. Ah bah oui, c'est fou. Ça inspire beaucoup. Ça inspire beaucoup, et je pense que oui, les gens qui peuvent écouter... se reconnaissent... alors je peut-être pas jusque-là, mais je pense que ça parle en tout cas. Le côté sentimental et le côté, chagrin d'amour, ou amour impossible et tout ça, je pense que ça parle à beaucoup, forcément. C'est triste, je vais pleurer. Oui. Et tu chantes en français? Ouais, en français. Alors c'est pareil, j'ai eu beaucoup de mal. Ouais. Alors en fait, à la base j'écrivais en anglais, mais je suis pas bon en anglais. Faut le savoir. À l'écrit ou genre à l'oral? Les deux, en fait. Les deux. Non, c'est-à-dire que j'écrivais en anglais. En fait, c'est toujours vachement plus pratique de chanter en anglais. On se cache un peu derrière ça, je pense. Derrière la langue et tout ça, on se dit bon... C'est moins frontal. Tu sais, quand tu... en français, je sais pas, j'ai mis longtemps à écrire en français. À un moment donné, je me suis dit, bon, c'est ma langue, quoi, tu vois. Il y a pas... Peut-être que tes inspirations aussi, à la base, c'était peut-être plus anglais. Parce que j'écoute beaucoup de groupes anglais et américains, moi, de toute façon. Alors, du coup, c'est quoi qui t'a inspiré comme musicien, groupe ou chanteur? Il y en a plein, mais les groupes à l'ancienne, tu sais, vraiment des groupes à l'ancienne, alors je sais pas, comme ça, je dirais les Cure, forcément. Des groupes dans le genre, tu vois. Et puis après, un peu plus récent, un peu plus rock pour le coup, avec des mélanges aussi de sons. C'est des sons un peu plus rock, plus électronique aussi, Linkin Park, forcément, c'était une grosse inspiration aussi. Après voilà, je suis très très loin de ce qu'ils font eux, ou ce qu'ils ont fait. Si, après faut pas se comparer. Non, mais jamais de la vie. non, mais carrément pas. Rien, quoi. Ah non. Ça te bloque. Non, c'est clair. Mais oui, c'est des inspirations, c'est des groupes forcément. Et en plus, du coup, on n'a pas dit quel était ton style. Enfin, toi, tu te définirais comment ton style de musique? En vrai, j'en sais trop rien. C'est rock en même temps, c'est... Je sais pas, je dirais rock un peu mélodique peut-être. Pop rock mélodique, je sais pas trop. En vrai, je sais pas. Ou pop rock électro. Peut-être un peu plus. J'aime bien utiliser des sons qui sont des fois un peu bizarres. C'est des sons qu'on n'entend pas forcément dans des chansons. T'es loin du truc piano, basse, batterie, tu sais. Et guitare, les instruments principaux. Mais ajouter des sons électroniques, des fois, qui donnent un petit truc supplémentaire à la chanson. Et donc là, t'as fait 2 albums, du coup t'as enregistré 2 albums que t'as sortis toi sur une plateforme sur musique, une plateforme de partage, Je sais plus non plus, je retiens jamais le truc. Tu sais que j'ai été obligé de mettre ça dans mes favoris parce que je retiens jamais l'adresse. Et on mettra le lien du coup. Avec plaisir, bien sûr. Et qu'est-ce que je voulais te demander? En fait, est-ce que les deux c'est à peu près le même style ou vraiment il y a une évolution
Bah, je dirais que c'est le même style, mais avec... Bon, c'est une petite évolution quand même. Je trouve que le deuxième est un peu plus abouti, forcément. Que ce soit au niveau des paroles et de la musique en elle-même. Mais dans le deuxième, que j'ai écouté du coup il y a pas longtemps, tu chantes en français, tout le temps, ouais, je crois, quasiment. Tout le temps, ouais. Et dans le premier Dans le premier, il y aura une chanson qui est un peu des deux. Mais il est en français aussi, il y a une chanson qui... Ouais, une chanson où le refrain est en... Je prends juste l'accent. Ça serait trop drôle. Ouais, c'est clair. Non, il y a une chanson où j'ai un refrain très rapide qui est en anglais, mais tout le reste, non, c'est du français aussi, ouais. Ok. Et qu'est-ce qui t'a... À quel moment tu t'es dit, oh, je vais faire ça, ce que je fais à côté en passion, je vais le faire je vais enregistrer un album, tiens. Bah, je sais pas. Non, franchement, j'en sais rien. En fait, ça fait longtemps que je compose des petites choses et tout, mais depuis tout petit, en fait, la musique, c'est toujours été un truc que j'ai toujours trouvé chouette. Ouais. Et j'ai toujours plus ou moins composé les petites choses, et j'ai jamais forcément eu l'envie de les partager, tu sais. Et à un moment donné, tu dis bon... C'était plus pour toi, du coup. Ouais, c'était plus pour moi. C'était pas pour te faire écouter, c'était... Non, et je pense que j'ai jamais eu vraiment ce but-là non plus, tu vois. C'est des choses qui sont dans ma tête, et je dis bon, bah tiens, je vais les mettre en musique parce que j'aime bien faire ça, ça m'amuse. Chanter, je sais pas si je chante bien, mais voilà, je chante, c'est pas grave. De toute façon, personne d'autre le fera à ma place, donc bah voilà. donc voilà. Et en fait, à un moment donné, j'écrivais, comme je te disais, en anglais à la base. Je savais pas trop écrire en anglais, en vrai. Enfin, je suis pas anglais, donc il y a forcément des tournures de phrases et des choses. J'avais pas confiance en ce que j'écrivais, du coup. Ouais. J'essayais de chanter et mon accent était juste pas possible, tu vois. C'était juste, non, franchement, ça le faisait pas. Et je me suis dit, bah voilà, je vais chanter en français, et puis voilà. Donc il y a des chansons que j'avais écrites en anglais à la base que j'ai repris. Ah ouais. Sans faire de traduction, en fait, j'ai pas retraduit, j'ai juste réécrit autre chose dessus. Ok, d'accord. On a écrit en français à redonner une autre atmosphère à la chanson, en fait, du coup. Donc, et à un moment donné, si tu veux, les chansons s'accumulaient sur mon disque dur, puis je fais bon, bah c'est dommage, je vais pas les partager, tu vois. Ouais. Alors, ça veut pas dire pour autant que je fais tourner forcément le lien de ce que je fais. Enfin voilà, j'ai toujours un petit peu mal, je suis toujours un peu pudique par rapport à tout ça. T'as pas fait écouter à beaucoup de monde au final, non, ta famille même ma famille, non, même ma famille a pas écouté. Mon père en a entendu quelques-unes, comme ça parce que un jour j'ai dû partager le lien sur une conversation SMS ou WhatsApp, tu sais, en disant bon bah le jour où il y a l'occasion, voilà, écoute ça, dis-moi ce que t'en penses. Mais sinon c'est vrai que je partage très peu. Ouais. Je suis assez pudique. Bah, en fait c'est l'écriture en français. C'est pas que ça me gêne, mais forcément ça met un peu à nu en fait, tu sais. Ça c'est peut-être un peu ridicule, hein, mais je sais pas. Bah ouais, on écoute beaucoup plus. En fait, les Français qui vont t'écouter, ils vont faire beaucoup plus attention à l'écriture. Et... Tandis que des fois, on aime une musique, on aime un son, on écoute. Ouais, une mélodie, et tu fais pas forcément gaffe, c'est ça. En anglais ou une autre langue et tout. Exactement. Et du coup, là, en français, c'est vraiment, comme tu disais tout à l'heure, frontal, quoi. Ouais, c'est ça. Les gens écoutent les paroles et ouais, ça peut être des fois du blabla. Bah ouais, je sais pas. Quand tu prends un peu de recul, tu dis ouais, bon, est-ce que... Là, ça parle beaucoup de toi, donc du coup, ça doit te mettre un peu à nu. Ouais, mais même carrément, en fait. Ouais. Même carrément, même si des fois, j'essaie de raconter d'autres histoires et tout, voilà, c'est quand même des ressentis perso, en fait. Donc, dans tous les cas, tu te mets un peu à poil. Ouais. Façon de parler, bien sûr. Même si parfois, j'enregistre en boxer. Ah, d'accord. Petite info croustillante. C'est intéressant. Bah après t'enregistres chez toi, donc après... Oh bah non mais ça par contre c'est pratique, c'est que j'ai mon petit home studio, ça c'est cool, ça c'est bien, j'enregistre chez moi, je monte mes propres trucs, je mixe tout seul aussi, mes petits sons et tout, donc... Et est-ce que, si t'avais la possibilité d'en vivre, d'en faire ton métier, est-ce que tu le ferais ou... Franchement j'oserais pas, je pense. Ouais, mais imagine demain, je sais pas, ton truc, ta musique à plein qui t'écoute, et du coup on te demande, je sais pas, si ça te prend de plus en plus d'ampleur, et est-ce que t'en ferais, tu penses que tu pourrais en faire ton métier ou... Enfin, toi c'est particulier parce que t'as quand même ton métier actuel, c'est aussi ma passion, donc je pense que je lâcherai pas ça parce que ça me plaît beaucoup trop de faire de la radio et d'en faire tous les jours au quotidien. La musique c'est, je pense que c'est plus une passion, plus un truc à côté, que tu sais bien que ça soit à côté. Puis... Oui, un truc où j'ai pas de pression, tu sais, je fais ça quand ça me plaît, hop, je le partage si j'ai envie de le partager, tu vois, je suis pas obligé, personne m'attend en tournant, ça c'est trop bien, parce que j'aurais trop peur de ça. À rendre à personne. Ouais, et puis ça me ferait trop peur en vrai.
de monter sur scène et tout, j'aurais trop, en vrai, ça ferait trop flipper. Franchement, j'oserais pas. Et voilà, tu vois, non mais déjà, j'ai du mal à faire tourner les chansons que je fais. Si en plus, il fallait que j'aille les chanter devant du monde et tout, ouais, du coup, ça me ferait trop peur. C'est pas pareil, parce que là, tu dis que t'es timide, mais qu'à la radio, ton boulot, t'arrives à le faire sans problème. Mais là, ce serait peut-être encore autre chose. Là, c'est encore autre chose, parce que à la radio, alors même si on reste naturel, on parle aux gens. On parle, on s'intéresse à des choses, on leur donne des infos. Mais en fait, on se livre pas forcément. Enfin, même s'il y a forcément, comme on est naturel, il y a, voilà, on va parler, on va dire aussi des fois des ressentis qu'on a à la radio, tu vois, sur certains sujets et tout. Ouais, mais c'est jamais hyper perso. Mais c'est jamais hyper perso, on nous demande pas ça déjà. Et puis, non, mais voilà, c'est vraiment différent. Je sais pas, je chantais. Je sais pas, ça me ferait vraiment peur en vrai. Ouais, ok. Ça me ferait trop peur. Ça marche. Et la dernière question, bon, on l'a un petit peu, on en a un peu parlé, mais qu'est-ce que ça t'apporte en fait personnellement de faire ça, même si on l'a un peu évoqué au final? Je pense que, comme je te disais, j'écris quand je vais pas bien. Ouais. En général, c'est là où j'ai le plus d'idées et où ça vient assez vite. Il y a des chansons que j'ai écrit comme ça, des fois sur des petits moments enfin des petits coups de mou que j'ai écrit en 10 minutes, tu vois. Est-ce que ça t'empêche de déprimer, de poser ça en musique? Je sais pas si ça m'empêche de déprimer. Enfin, je déprime pas au quotidien, en vrai, ça va, tu vois, je me sens super bien. On a des moments, des petits coups de mou et tout. Et oui, je pense que ça aide quand même, tu vois. Ça aide à... En fait, tu poses sur papier des choses que t'as dans la tête, tu vois, donc ça permet toujours d'aller mieux, forcément. Ouais. Enfin, je pense. Ça t'évite de payer un psy, quoi. Ouais, exactement. Oui, non, mais c'est vrai en plus, c'est vrai. Ouais, je sais pas, on a tous nos petits... tous ces petits coups de cafard, les petits coups de mou, les petits coups de blues, ça arrive forcément, donc... Ouais. Du coup, t'as pas de chanson... pas de chanson joyeuse, aucune. C'est vrai, maintenant que tu me le dis, non, il y en a pas de, ouais, mais pas de joyeuse. C'est pas non plus déprimant d'écouter, enfin pour avoir écouté, je te le dis, c'est pas non plus déprimant d'écouter de la musique. Hein. Bon, ça va, c'est déjà ça. C'est vachement bien. Mais du coup, on mettra, je mettrai le lien de ton site, on ne sait plus comment il s'appelle, mais je ne sais on jamais. Le retrouvera. On va le retrouver, c'est promis. Voilà. Et t'as une dernière chose à ajouter ou c'est tout bon? Non, pas spécialement, non. Ok. Écoutez, tout va bien. Très bien. Et je me sens bien, malgré... D'accord. Merci beaucoup. Et merci Nico. Donc on est avec Damien. Je te laisse te présenter si tu veux ton âge et ta situation, ce que tu fais dans la vie. Ok, je m'appelle Damien, donc comme Laurie vient de le dire, j'ai 31 ans malheureusement, et je travaille dans un escape game, donc un jeu d'évasion, qu'on a monté avec mon associé Thibaut, il y a déjà 3 ans de ça, et ça se passe très bien, on a 3 salles vraiment très chouettes, n'hésitez pas à venir, c'est Team Break à Metz. ça fait 3 ans là déjà? Non, ça fait 2 ans, pardon, excuse-moi, je dis n'importe quoi. Oui, ça fait 2 ans. C'est pas possible, ça passe trop vite. Ouais, déjà 2 ans c'est... Ouais. C'est déjà pas mal, mais là c'était ce mois-ci justement, on a ouvert fin septembre, il y a 2 ans. L'anniversaire des 2 ans. Exactement, ouais, voilà. Ouais. Donc on fait ça avec la 3e salle. Ouais, et la 3e salle, c'est la salle... Prison Break. Prison Break, c'est trop bien. Que t'as pas fait. Si, j'ai tout fait. Oui, avec Laure. J'ai tout fait et c'est trop bien, effectivement, faut le faire en groupe, c'est super drôle. Du coup, ouais, allez-y. Et t'as dit, c'est quelle rue? Rue du Pont-des-Loges, à Metz. Voilà, voilà, on fait un peu de pub. Comme ça, vous savez tout. Alors, du coup, quelle est ta passion à côté de ça? Alors ma passion à côté de loisir, je sais pas comment t'appelles ça finalement. C'est vraiment ça, c'est le loisir qui fait quelque chose qui me détend, qui me permet de ne penser à rien, que je fais vraiment pas, que je vois pas comme une contrainte, mais vraiment comme un plaisir dès que je m'y mets. Ouais. Et donc c'est l'écriture, j'aime énormément écrire, alors tout et n'importe quoi, mais je sais pas après par rapport aux questions que tu auras. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Oh, ça fait commencé à écrire
j'ai toujours écrit en fait. Déjà quand j'étais au collège, ce que j'attendais avec impatience, c'était les cours de français, les rédactions et ce genre de choses, parce que ça me permettait de développer mon imaginaire. Après j'ai commencé à écrire vraiment beaucoup de conneries, en fait je m'inspirais de séries télé et je reprenais, j'écrivais des épisodes, etc. Mais vraiment ça dès le collège. Et puis j'ai continué en grandissant, j'ai vraiment énormément écrit de poèmes quand j'étais adolescent, le spleen adolescent, etc. Avec tous les clichés qui vont avec. Et puis je me suis mis à écrire des nouvelles parce que le format court me correspondait bien. J'avais beaucoup de mal à me concentrer quand même sur quelque chose au long cours. J'aimais bien. Ce format-là permettait d'exprimer plein de choses différentes et de tenter plein de choses. Et dernièrement, au final, je me suis mis vraiment au format beaucoup plus long qu'est le roman. Et pareil, en me rendant compte qu'au final, même écrire quand on a une bonne idée des choses fleuves, puisque c'est quand même assez long ce que j'ai écrit ces derniers temps, ça sort dès qu'on a une idée qui nous tient à cœur et avec une construction qui nous tient à cœur, etc. Ouais. Et là, dernièrement, ce que t'écris, tu définirais ça comme quel style? Même si je sais que c'est hyper dur à rentrer dans une case, mais c'est pour ça que je te pose la question, du coup. C'est super difficile de donner un nom de genre. Tu peux dire que c'est un mélange de... c'est ça va être un mélange. C'est plutôt pour le précédent que j'ai terminé il n'y a pas si longtemps que ça. Je dirais que c'est un mélange entre un conte initiatique et puis une expérience un peu particulière, que ce soit dans l'écriture, puisque c'est pas forcément ultra linéaire, où il y a plein de choses de genres qui se croisent. Il y a un mélange entre fantastique et tranche de vie réelle également. Ça parle aussi beaucoup, il y a un travail sur les personnages et sur ce qu'ils peuvent ressentir, donc j'irais pas jusqu'à dire littérature sentimentale ou quoi, non pas du tout, parce que ça rentre pas dans ce genre-là, mais plutôt vraiment on s'intéresse aux personnages, on prend le temps de les installer, d'expliquer ce qu'ils ressentent, pourquoi ils en sont là, qu'est-ce qui les amène à prendre des décisions. Dans la description des personnages, et puis après la mise en situation de ce qui va se passer. Non mais exactement. Et, donc un mélange entre conte initiatique et puis fantasy, fantastique, etc. Et ça c'est pour le dernier. Pour le précédent et celui que j'écris actuellement. On garde un petit peu le même principe. Il y a quand même toujours une touche de fantastique, ou en tout cas très légère, parce qu'on ne sait jamais si c'est un fantastique qui s'initie dans le réel sans qu'on sache si c'est réel ou si ça ne l'est pas justement. Et c'est un petit peu le même type de texte, sauf que c'est beaucoup plus linéaire, et surtout ça a des inspirations, ça part d'un fait divers, et du coup à partir de ce fait divers, je vais travailler sur moi, ce que j'ai pu imaginer autour, et pour comment on a pu en arriver à cette histoire-là, etc. Donc c'est encore super différent par rapport au précédent. Ouais, ok. Et là, t'en es à peu près où dans l'écriture? Tu penses que ça va être quelle taille il va faire en fait celui que tu es en train d'écrire actuellement? Tu penses qu'il va être très grand, ou que ça va être un petit format ou... Alors ça va être ça va être un format moyen. Au début je pensais que ça allait être aussi je voulais le faire plus court que le précédent, qui est vraiment voire trop long. Et du coup celui-ci je voulais un format plutôt court. Finalement ça sera pas court, mais ça sera moyen. Et là dans l'écriture je dirais que j'arrive dans le dernier tiers. Je commence toutes les dernières, tout est en train de s'amorcer pour que ça se conclue. D'accord, ok. J'ai hâte de voir la fin en tout cas. Hâte de te la faire lire. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais te demander? Combien de temps tu consacres à ça en fait, sachant que c'est surtout en ce moment c'est peut-être un peu irrégulier, mais est-ce que tu suis quand même une régularité, tu planifies dans ton emploi du temps, ou bien c'est vraiment que quand t'as le temps, hop tu t'y mets? Comment ça se passe? Alors effectivement là ces derniers temps c'était un petit peu plus compliqué, mais ça c'est en fait tout le temps pareil. Ça va dépendre du travail, ça va dépendre des rendez-vous que je peux avoir à côté, des obligations, même qu'elles soient pas forcément que professionnelles mais aussi personnelles, que je peux avoir à côté. Donc l'idée c'est que j'ai vraiment le besoin, l'envie d'écrire quasi tous les jours. Malheureusement c'est pas réalisable forcément au quotidien, mais j'essaye de m'imposer d'écrire tous les matins dès que je suis disponible. Donc c'est ta morning routine en fait. Exactement. Non mais c'est vraiment ça, parce que pour le coup c'est le moment où je me sens le plus désolé, c'est la chaise.
Donc du coup, je disais, ouais, j'essaye de me l'imposer tous les matins. Alors, enfin, de me l'imposer, c'est pas le bon mot parce que comme je disais, c'est vraiment un besoin, une envie. Quand j'ai pas le temps ou quand je peux le faire 2-3 fois par semaine, je suis déjà satisfait. Si par contre il y a des semaines où j'ai vraiment pas le temps pour raison pro ou personnelle, là ça me frustre vraiment énormément. Pourquoi le matin? Parce que c'est le moment où je me sens le plus propice à l'écriture, où je suis voilà le plus ouais voilà exactement. Il n'y a pas encore toute la journée qui est venue derrière, il n'y a pas la fatigue, qu'elle soit mentale ou physique, qui s'ajoute à ça. Et c'est le moment où je suis vraiment le plus serein, où j'arrive à me poser et à me dire voilà c'est une page blanche. Comme la journée est une page blanche, pareil, là je me lance dans ce que je vais écrire. Mais t'arrives quand même à avoir les idées claires dès le matin et puis... Ouais, alors c'est plus dur certains matins que d'autres, forcément. Il y a des matins où pour écrire, je sais pas, une demi-page, je vais mettre 3 heures, je vais sortir rien qui va me satisfaire, ça va être compliqué. Et puis à l'inverse, il y a des matins où ça sort tout seul et où j'arrive à écrire, je sais pas, 2-3 pages sans aucun souci. Comme de la même façon, des fois dans la journée, je pourrais avoir des idées. Pas forcément que le matin, c'est-à-dire l'après-midi, j'ai une idée qui me vient comme ça pour le texte, ou à ce moment-là, comme je sais que j'ai pas forcément la possibilité d'écrire, je vais prendre des notes, je vais me faire un petit mémo, que ça soit vocal ou par écrit, sur le portable ou avec ce que j'ai sur la main. Normalement j'ai toujours un petit carnet avec moi, et ça me permet par la suite de réexploiter ces idées-là un autre matin, ou voilà. Ouais. Mais là, notamment pour ce que t'écris en ce moment, mais même pour celui juste avant, t'as quand même une idée de où tu vas, t'as l'histoire en tête globale, t'as déjà une idée de tous tes personnages, de l'intrigue? La plupart du temps, oui. Alors c'est pareil, là on parle vraiment des 2 derniers, parce que pour le passé c'était vraiment différent. Souvent je me lançais, j'avais aucune idée de ce que j'allais écrire et ça sortait comme ça. Et ce qui faisait que j'écrivais souvent des textes courts, comme je disais, parce que beaucoup de mal sur la longueur, comme j'avais pas travaillé avant et imaginé avant ce qui pouvait se passer, forcément ça s'épuisait au bout d'un moment. Et sur les 2 derniers, effectivement, j'ai encore eu 2 méthodes différentes, comme je me lance un peu dans le format un peu plus long. Pour le premier, je savais exactement le début, la fin, je savais ce qui allait se passer entre, mais pas toutes les ramifications pour qu'on arrive entre tel et tel événement. Donc ça fait que y a un côté un peu hybride par moment, un peu onirique, parce que c'est pas totalement défini. Sur les derniers que j'écris là, je sais exactement où je vais, je sais exactement ce qui va arriver au personnage, dans quel ordre, etc. Pareil pour les personnages, par contre, tu demandais aussi, et ça je les ai en tête dès le début. Je sais exactement qui ils vont être, comment, leur personnalité. Après ils vont peut-être me surprendre pendant l'écriture, c'est-à-dire ils peuvent des rebondissements que j'avais pas prévus, ou des idées que je vais avoir où je vais me dire tiens là c'est pas très cohérent, mais si on fait de telle façon ça va le devenir, etc. Et du coup je me rends compte que d'avoir une idée vraiment la plus précise possible, ça m'aide quand même dans l'écriture, puisque j'ai plus à me soucier de ça, j'ai plus de moments où je bloque à ce niveau-là, j'ai plus qu'à sortir le texte avec toujours son lot de surprises comme on disait, bien prévu, mais en même temps c'est plus je galère moins à me poser, à me dire qu'est-ce qui va se passer maintenant, comment on va arriver là. Mais c'est intéressant parce que du coup, quand tu commences une histoire, tu sais, toi, tu sais déjà quelle fin elle va avoir. On peut aussi commencer une histoire et avoir une fin libre dans sa tête et être amené par ce qu'on écrit et écrire la fin par rapport à ce qu'on a déjà écrit. Et est-ce que tu imagines physiquement aussi les personnages, ou parce que tu dis que tu sais exactement comment ils sont, quelle personnalité ils vont avoir. Est-ce que physiquement tu les vois aussi, tu les visualises, ou tu dois les construire quand même? Ouais, alors déjà je réagis à ce que tu as dit juste avant. Ça arrive effectivement que des fois moi j'ai écrit plein de trucs aussi où justement je ne savais pas la fin du coup. Pour celui d'avant d'ailleurs, t'avais pas hésité à changer un peu la toujours. fin? Si, exactement, parce que effectivement il y a des fois plusieurs possibilités où pendant l'écriture on se rend compte qu'il y a peut-être d'autres possibilités intéressantes à exploiter et que ça serait dommage de terminer de telle ou telle façon. Donc on hésite toujours. Vas-y, bien sûr. Mais aussi tu disais peut-être, t'hésitais par rapport à ce que les gens ils allaient te dire quand ils allaient le lire. Donc en fait, tu te demandais si t'allais faire une fin qui allait plaire aux gens, ou si t'allais faire une fin qui te plaisait à toi finalement, c'est ça? Exactement. En fait, après j'écris avant tout pour le plaisir, pour mon plaisir personnel et mon besoin personnel. Mais c'est vrai que pour le coup, de se lancer dans ce genre de projet, on se dit pourquoi pas après se confronter à un regard critique, tout simplement. Ne serait-ce que pour avoir des retours, sans avoir une ambition énorme, mais juste en se disant tiens, c'est intéressant de savoir qu'est-ce que les gens pourraient en penser. Et du coup forcément quand on commence à réfléchir au regard que quelqu'un d'autre pourrait avoir
sur ce qu'on fait, c'est plus les mêmes préoccupations et on se dit quelque chose qui pourrait être vraiment expérimental, on va peut-être essayer de le tempérer un peu ou d'y amener quelque chose de peut-être plus cohérent ou plus lisible à la première lecture. Et du coup c'est ce qui m'a fait hésiter sur le premier, sur la fin notamment, qui est une fin très très ouverte et pour le coup peut-être trop ouverte par rapport à ce qu'on attend après avoir lu, 300 pages précédemment. Et du coup, c'est toujours la dualité entre ces deux questions-là. Est-ce qu'on fait quelque chose qui nous correspond totalement mais qui va peut-être être hermétique à d'autres, ou est-ce qu'on fait quelque chose qui pourrait être un bon compromis entre ce qu'on aurait envie de lire, ce qu'on nous on aimerait lire, mais en même temps ce que le lecteur en face de nous aimerait lire aussi. Donc là c'est des questions vraiment compliquées et c'est pour ça que le premier qui était très, comme je disais tout à l'heure, onirique, le deuxième j'essaye de gommer un peu ça ou de le rendre en tout cas beaucoup plus construit, avec vraiment toujours des côtés un peu originaux et qui sortent peut-être de l'ordinaire, mais dans une structure qui est beaucoup plus peut-être habituelle. Ouais, surtout que ces deux-là, je sais pas si tu veux en parler ou pas dans ici, mais tu voulais chercher à les faire éditer, donc tu commençais à les envoyer à certains éditeurs pour le premier en tout cas, celui d'avant, parce que celui qui est en cours, tu l'as pas terminé encore, mais le but c'est aussi peut-être de te faire éditer. Après, ceux-là, tu les écris dans cette optique-là, en fait. Alors, je les écris pas dans l'optique-là. Si, bien sûr, bien sûr, il n'y a aucun souci. Okay. Je les écris pas du tout dans cette optique-là, dans le sens où, comme je disais, c'est vraiment d'abord par plaisir que j'écris et par besoin. Je répète la même chose, mais voilà, c'est la vérité. C'est vraiment parce que je me vois pas ne pas écrire du tout. C'est comme une passion que n'importe qui pourrait avoir. On a le besoin vraiment de la pratiquer et de le faire. Et je l'ai toujours fait sans avoir l'envie ou le besoin, pareil, de me confronter à un regard critique. Mais c'est vrai que ceux-là, comme maintenant je suis sur du format court et que je trouve plus structuré, ou en tout cas qui pourrait être amené peut-être justement à être publié, j'ai envie de le montrer un petit peu plus et de voir que je pourrais en retirer, c'est-à-dire est-ce que on pourrait me dire justement qu'est-ce qui ne va pas dans le type d'écriture que je peux avoir, ou qu'est-ce qui n'est pas assez construit, ou qu'est-ce qui n'est pas assez concret, etc. Et du coup c'est vrai que le rêve de pouvoir voir son bouquin publié quand on écrit, c'est quand même de toucher déjà un livre, c'est particulier, de l'avoir en main en librairie. Je sais pas, on ressent un truc déjà quand c'est pas son propre bouquin, donc quand c'est le sien, je me dis ça serait vraiment le rêve, sans avoir, comme je disais, d'ambition là-dessus, c'est-à-dire juste de le voir édité, ça serait tip top. Et donc effectivement, j'ai le désir de commencer à l'envoyer. Je l'ai fait un petit peu pour le premier, mais ça revient vite cher parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui demandent sur papier. Donc tu dois envoyer les manuscrits, tu dois les faire relier. C'est ça, exactement. Et puis après, au niveau de l'envoi de la poste, ça coûte environ 5 € par manuscrit, donc ça revient vite cher. Donc je le fais tous les mois, j'en envoie. Un ou deux ou trois à des différents éditeurs. J'ai ciblé. Oui, c'est faut cibler en plus parce que du coup ça correspond à la ligne éditoriale. Exactement. Aussi. Exactement. Et donc du coup j'ai regroupé toute la liste d'éditeurs, toute la liste des éditeurs à qui je souhaite l'envoyer. Et je le fais au fur et à mesure, d'abord des gros éditeurs, puis des petits éditeurs, etc. Avec le désir peut-être un jour effectivement d'être édité, mais sans aucune... ça va pas me faire m'arrêter d'écrire parce que je ne le suis pas, ou parce que je reçois des avis négatifs. Je le ferai toujours par plaisir, je confronterai peut-être encore une fois d'autres textes à ce regard-là, mais ça m'empêchera pas de repartir sur des formats longs ou de continuer comme ça. Et je réponds aussi à ton autre question qui était sur les personnages. Avant d'oublier. Moi les personnages, j'ai toujours en tête effectivement ma vision du personnage, à quoi il ressemble, comment il est physiquement, en plus de sa représentation mentale. Je le dis pas forcément dans les ouvrages, dans les romans, parce que j'aime vraiment l'idée que je vais donner des petits indices par-ci par-là, mais j'aime vraiment l'idée que le lecteur il s'imagine lui-même à quoi ressemble le personnage, et autant sa construction psychologique elle est très importante parce que pour le coup c'est ce qui va le définir tout le long du roman, autant sa condition physique qu'il soit gros, mince, qu'il soit blond, brun, black, blanc, européen, asiatique ou que ce soit, on n'en a rien à faire parce qu'il ressentirait exactement la même chose. Alors à part si le contexte du lieu où il se trouve, du pays où il se trouve par exemple, peut avoir une incidence sur du coup le personnage et sa façon de penser. C'est un petit peu le cas pour le second justement que j'écris actuellement.
Et c'est même un jeu là-dessus, puisque je définis pas exactement dans quel pays ça se passe, mais de le savoir, ça pourrait amener des pistes de compréhension supplémentaires. Et on va le déduire au fur et à mesure du texte dans ce second roman, justement. Et en plus, tu utilises des prénoms, tu mélanges des prénoms français à des prénoms un peu japonisants, donc... Exactement. Alors dans le premier, c'était vraiment... il y avait un désir de métissage dans les cultures et dans les personnages. Ouais. Dans le second, c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'il y a une explication, on fait qu'il y a un mélange entre les prénoms, et justement, on le comprend au fur et à mesure du texte, et à la fin, ça sera limpide, on comprendra pourquoi il y avait eu ce genre de mélange. Ouais. Et effectivement, notamment dans le premier, il n'y a pas beaucoup de descriptions physiques des personnages, ou quelques-uns, comme tu dis, il y a quelques détails, mais il y a énormément de descriptions psychologiques, comme tu disais, donc on voit énormément leur personnalité, enfin ça c'est hyper poussé, donc il y a ce côté-là qui est hyper présent et tout. Et du coup, et pourquoi donc je reviens sur encore ce qu'on disait avant, mais est-ce que tu aimerais toi en faire un métier, ou est-ce que tu aimerais quand même garder la liberté quand même d'aller où tu veux, d'écrire quand tu veux, d'écrire sur le sujet que tu veux, la longueur que tu veux, et dans ces cas-là ça restera une passion, ou est-ce que ton but, ton rêve un peu, ce serait d'en faire ton métier? Alors, mon rêve ultime, ça serait effectivement, d'en faire mon métier, ça serait, c'est vraiment un rêve absolu. Maintenant, je sais que c'est compliqué, c'est pour ça que je pars pas en me disant, ça le sera un jour ou quoi que ce soit. Si j'y arrive un jour, ça serait absolument génial. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Comme je disais, je continuerai à écrire, ça m'empêchera pas de le faire au moins pour moi. Ouais. Mais maintenant, dans ce rêve-là, quand je l'imagine, effectivement, j'ai la possibilité d'écrire, pas forcément totalement quand je veux, mais au moins, du coup, d'écrire la longueur que je veux, sur la thématique que je veux. Attends, je m'arrête. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on attende qu'il soit là? Ouais, je sais pas. Je reprendrai. C'est trop mignon. Alors, Mochi. Ouais, donc dans mon rêve absolu, quand j'imagine être écrivain, si je le devenais un jour, ça serait vraiment de pouvoir écrire ce que j'ai envie, de la longueur dont j'ai envie, sur les thématiques dont j'ai envie. Ouais. Ça serait vraiment... Le rêve de tout le monde, quoi. Enfin, exactement. Ceux qui veulent écrire. Maintenant, je me doute bien que pour en accéder à ce genre de liberté, il faut que tu écrives des best-sellers. Ça va être un écrivain sur, sur 10 000, voire beaucoup plus. Donc déjà, ne serait-ce qu'écrire, même si on m'impose certaines choses, c'est-à-dire une longueur au niveau du texte ou certaines thématiques, pourquoi pas, ça me dérangerait absolument pas non plus. Après, me voir écrire sur des sujets... totalement imposé, où tout est imposé, c'est-à-dire que je suis plus que, on m'a donné toute la structure et j'ai plus qu'à mettre un texte dessus, mais qui soit pas du tout dans des genres qui me correspondent, ou qui m'inspirent, ou qui me donnent envie, ça je me vois très peu le faire. Ouais. Effectivement, parce que ça doit rester une passion, et écrire sur commande, il y a des gens qui le font très bien et qui arrivent très bien. Ouais, maintenant, c'est ça, et moi je m'en sens absolument pas capable, ou en tout cas peut-être que je tenterai, j'essayerai une fois, mais à mon avis j'aurais beaucoup de mal à me motiver à trouver le carcan nécessaire pour que ça soit assez sérieux et que j'y arrive. Ouais, après t'as ceux qui font ça en métier, t'as l'écriture technique un peu, et t'as ceux qui font ça un peu plus métier artistiquement, et c'est là qu'il y a des best-sellers qu'on connaît un peu plus. C'est ça, maintenant. Et tu y arrives plus ou moins, selon la chance que t'as, les gens que tu rencontres. Bref, voilà, tout ça quoi. Mais j'espère, on verra bien un jour, quand on va continuer sur cette lancée-là. J'espère pour toi, en tout cas, merci. Vu que, avec ces 2 petits romans-là que tu fais... que tu veux faire découvrir, donc j'espère. On verra où ça va, mais j'espère aussi. 2 petites questions pour finir, ça peut être plus ou moins long après, mais... Dis-moi. Comment t'as appris à écrire? Alors, est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend pour toi? Ou est-ce que... tu sais, ça peut être comme le dessin, tu reproduis ce que tu vois, donc là, est-ce que tu reproduire un modèle d'écriture? Quand tu disais que tu écrivais des poésies, est-ce que tu as pris des modèles de poésie et tu as essayé de les copier, ensuite tu as fait les tiennes? Comment ça s'est passé? Et puis, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça en fait? Pourquoi ce sera la dernière question du coup.
Ouais, et alors plein de choses, plein de réponses différentes pour le coup. Alors je vais déjà commencer par ce qui m'a donné envie de faire ça. Comme je disais au début, c'est quand j'étais enfant, je lisais mais vraiment énormément. Donc c'est de lire, du coup. Vraiment de lire, et puis j'avais une imagination vraiment débordante. En fait, j'avais soif de culture, et même pas que en littérature, hein, que ce soit cinématographiquement, que ce soit je sais pas, musicalement, etc. Et lire, j'étais vraiment un énorme lecteur, à tel point que j'avais toujours, j'ai terminé des livres, je pouvais en lire 2-3 dans une journée. Alors c'est pas la même taille que ce qu'on lit aujourd'hui, évidemment, hein, mais du coup ma mère était obligée même de me raisonner en me disant je vais t'en prendre par exemple tant par mois, mais ça sera pas plus, c'est ton argent de poche, et c'est ce que tu auras. Après, j'empruntais énormément à la bibliothèque également. Oui. C'est toi qui demandais, ou bien c'est c'est ta maman qui lisait beaucoup par exemple et qui t'a fait découvrir? Alors ma mère lisait déjà beaucoup, effectivement, donc peut-être de là que ça m'est venu l'envie de lire, mais comme je le disais, et puis mon père regardait énormément de films, donc peut-être de les voir eux consommer autant, on va dire, de culture, ça me donnait envie aussi à moi. Et puis après, c'était vraiment moi qui en avais envie et qui demandait. C'est de là, à partir de ce moment-là, où j'ai commencé, comme je m'imaginais déjà plein de trucs dans ma tête. Ouais, t'as voulu écrire. Il fallait que ça sorte, et de différentes façons. Ouais, en fait, c'est ça, ça peut sortir de différentes façons, et toi, c'est sorti principalement par l'écriture. Exactement. Après, je pense que ça peut s'apprendre, pour le coup, parce qu'il y a plein de techniques différentes, c'est comme au cinéma, hein, quand on veut faire une comédie, quand on veut faire un film d'horreur, et au final il y a certains codes qu'on voit reproduits dans 10 000 films différents, à tel point qu'au bout d'un moment on voit tellement les ficelles, elles sont tellement grosses que on rend compte, c'est ça, ce qui va arriver, on voit même plus l'intention du réalisateur derrière justement ce genre de ficelles, et du coup c'est des fois un peu dommage. Je dis pas, ça donne aussi d'excellents films ou d'excellents livres, hein, pour le coup, mais c'est pas ce qui m'intéresse spécialement. Non, moi j'ai vraiment envie d'écrire comme je le ressens. Parfois moi-même en me structurant un peu plus, parce que c'est de cette façon que je vois l'ouvrage là, ou que je vois ce texte là. Mais en tout cas jamais en reproduisant une méthode bien précise. Donc parfois forcément il peut avoir des choses un peu expérimentales, il peut avoir des choses peut-être qui sont à retravailler, ça clairement, hein. De toute façon un ouvrage il est jamais terminé, hein, totalement. Il y aura toujours des choses qu'on peut revoir, à retravailler, ou qui vont pas sembler plaire au plus grand nombre. On pourrait se dire on peut changer tel ou tel événement. Ça c'est selon toi aussi. Ouais, bien sûr, c'est jamais terminé. Ouais, parce que on a toujours un regard critique sur c'est ça. Non, mais clairement, mais voilà, après, donc moi en tout cas, non, j'ai jamais cherché à apprendre, jamais eu envie d'apprendre, m'inspirer de certains types d'écriture ou de certains auteurs que j'ai pu adorer, ça même inconsciemment, je pense que je le fais forcément. Après, jamais en copiant, loin de là, parce que j'ai vraiment envie d'avoir ma propre personnalité, mais forcément on s'inspire tous mais sans copier, enfin tu vois, dans le cadre de vouloir faire un exercice par exemple, comme tu fais un petit peu même au collège, quand la prof de français va te donner un exercice d'écriture de style, enfin tu vois, des trucs comme ça, ça peut être au départ tu copies pour te donner une façon de travailler, tu vois, et après totalement. Enfin t'en as beaucoup qui commencent comme ça. Mais non, alors si peut-être plus en poésie, comme t'en parlais tout à l'heure, en poésie peut-être un petit peu plus, parce que il fallait, et encore quand j'étais jeune je m'en foutais, du coup comme je le disais, c'était vraiment les trucs des fois même un peu clichés de l'adolescence, etc., et du coup ça sortait comme ça, et je le structurais pas forcément. Mais par exemple dans le dernier récit que j'ai écrit, donc Histoire de papillon, là il y a des petites haïkus en plein milieu du récit, et, d'autres formes de poésie japonaise, et là pour le coup forcément c'est plus structuré, donc je vais reprendre les codes de ce genre là pour que ça s'intègre dans le récit, et pour que ça soit propre, que ça soit pas non plus complètement farfelu, ça soit pas sorti de nulle part. Maintenant le reste du récit je fais un peu à ma sauce et à moi comme j'ai envie de le structurer. Mais effectivement après on peut partir de quelque chose qui nous a inspiré, donné envie, et faire un exercice là-dessus, mais ces derniers temps je l'ai peu fait, ou en tout cas plus pour l'escape pour le coup, parce que là on est obligé de respecter certains codes pour le joueur, et du coup quand on écrit des textes pour l'escape, il faut que ça reste dans l'univers, il faut que ça reste dans le carcan du jeu, etc., et on peut pas faire tout et n'importe quoi. Et quand tu dis écrire des textes pour l'escape, c'est le petit texte d'intro que tu vas, ça peut être le texte que tu vas jouer au début pour ça. Mettre dans le contexte les gens pour aller dans la salle, par exemple Prison Break, donc c'est un truc en rapport avec les prisons, voilà.
C'est Alors, il y a plein de trucs. Ça peut être ça, effectivement. Ça, on écrit forcément le personnage avant parce qu'on va pas être le seul à le jouer. Moi, je pensais que c'était eux qui vous le donnaient, en fait. Non, c'est une franchise. Non, c'est nous qui écrivons nous-mêmes nos personnages pour que chacun puisse justement le faire à sa sauce. On va nous donner une idée, hein, pareil, en nous disant il faut respecter tel type de genre. Par exemple, dans la Haunted Room, qui est une salle horreur, on va pas jouer, je sais pas, un personnage ultra bienveillant, ou voilà, on va pas jouer, je sais pas, un personnage ultra positif, coloré, etc. On reste dans le carcan d'une salle horrifique avec les clichés même que ça impose. Ouais. Mais voilà, il y a ça. Je pensais vraiment que tous les escape Team Break, avaient ce type de perso-là. Non, après on a le droit, hein, on peut reprendre exactement la même, mais chacun va le retravailler à sa sauce. Voilà, ça peut être, quelqu'un va le prendre, va faire du copier-coller, mais honnêtement, c'est rare parce qu'on a tous une façon différente de l'interpréter, et donc du coup on va réécrire notre texte. L'écriture, ça peut être aussi sur le Game Master Book, parce que nos salles, on les retravaille forcément également, donc nos énigmes, elles sont pas les mêmes que celles qu'il peut avoir ailleurs, et on va écrire donc du coup ce Game Master Book pour que d'autres puissent aussi après faire jouer la salle, et en même temps des fois il y a des textes dans la salle qui, pareil, comme les énigmes ne sont pas les mêmes qu'ailleurs, et bah du coup on va les réécrire, on va les retravailler un petit peu. Ok. Et là c'est les moments où c'est les exercices un peu imposés. Ok. Et dernier truc, est-ce que tu faisais lire ce que t'écrivais avant Alors, quand t'étais ado et tout, quand t'as commencé, tu les faisais lire, tu les faisais, ça t'amusait de les faire lire et tout. Totalement, quand j'étais ado, je les faisais surtout lire à mes meilleurs amis, etc. Et puis parce que eux aussi, des fois, ils pouvaient écrire des choses où j'avais quand même un cercle amical qui s'exprimait aussi, que ça soit d'une façon ou d'une autre, par la photo, par le dessin, etc. Donc on se présentait un petit peu ce que chacun produisait. Et aujourd'hui, je les fais lire également, mais vraiment des personnes que je sais qui risquent d'être intéressées, qui ont envie de le lire et qui vont également avoir un avis qui compte pour moi. Par exemple, je vais pas le faire lire... je sais pas, j'ai pas d'exemple en fait en tête, mais je sais que par exemple je te les fais lire parce que je sais qu'à la fois ton avis compte pour moi parce que voilà, on est amis, on est proches, etc. Et à la fois parce que je sais que tu travailles dans le domaine des livres également, et que du coup tu vas m'apporter un regard qui va être important pour moi de deux façons différentes pour le coup. Ouais, après pour l'expérience, pour le regard sur le livre, t'aurais pu avoir d'autres personnes qui avaient plus d'expérience. Ouais, mais alors quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, mais par exemple qui travaille dans le domaine du livre et qui va me dire il faut que ça soit comme ça, comme ça, c'est pas forcément le regard que j'attends. Ouais, d'avoir que ce soit aussi une amie qui puisse te dire franchement quoi. C'est ça, exactement. Quelqu'un qui va avoir aussi un regard un peu plus sensible, c'est-à-dire qui va se dire qui va me dire les choses quand même clairement, hein, en me disant ça moi j'ai pas aimé, ça j'ai aimé, etc. Mais qui en même temps va avoir un regard sensible de lectrice qui va me dire moi dans ce type de littérature j'aime pas ce genre de choses, ou je trouve que ça c'est très mal amené, qui va pas me dire juste ça doit être écrit de cette façon, sinon ça fonctionne pas. En sachant qu'à chaque fois c'est l'avis de la personne et que ça n'engage qu'elle quoi. Après, tout à fait, de toute façon on connaît plein d'auteurs même maintenant qui sont ultra, notamment J.K. Rowling qui a vu ses romans refusés 20 000 fois, qui a eu des mauvaises critiques dessus, qui au final a fini par le publier avec l'histoire qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, il faut pas s'arrêter. Donc voilà, et après on a le droit, il y a des remarques pertinentes et où on se dit effectivement là la personne a raison, même moi j'avais une hésitation sur ce passage ou sur ce rebondissement là, et donc je vais peut-être le retravailler. Et puis il y a des remarques où on va se dire je comprends ce que la personne a voulu dire, mais en même temps je suis pas forcément d'accord, c'est voulu ce que j'ai fait, donc on va laisser de telle façon. Mais un regard tant qu'il est constructif, que la réflexion, on comprend pourquoi la personne l'a donné, il peut être que bénéfique, quoi qu'il arrive. Ouais, ça c'est sûr. Faut aussi savoir être ouvert aux critiques et tout ça, c'est pas non plus donné à tout le monde. Ah ouais, mais ça, pour moi c'est ultra important et jamais je me vexerai parce qu'on me dit j'ai pas du tout aimé ça. Je sais que... Tu sais que c'est pas de toi, que c'est pas... on s'attaque pas à ta personnalité, à toi, mais c'est... Exactement. Le goût de la personne. Quoi. Exactement, on a tous des avis différents sur tel type de texte, on peut être tous friands de telle littérature et pas du tout accrochés à un autre type. Donc en sachant tout ça, je sais très bien que, et encore plus quand on écrit de façon amateur, on va pas en plus de ça être prétentieux et se dire il y en a, tu sais. Oui, il va en avoir, c'est sûr, mais voilà, dire qu'on a la vérité absolue ou que c'est comme ça que ça doit être, non, loin de là. Ok. Ok, écoute, est-ce que t'as un truc que tu voulais rajouter, une question que je t'ai pas posée, un thème que tu aurais voulu aborder ou... Non, là dans l'ensemble, il n'y a rien qui me vient à l'esprit.
Ça marche. Ça me semble complet. J'ai juste pas parlé des résumés des romans, je sais pas si tu voulais savoir un petit peu. Ouais, vas-y, ouais. Alors, du coup, pour parler des résumés des romans, je vais les faire vraiment de façon synthétique parce que c'est compliqué de les résumer. Mais en tout cas, le premier, il s'intitule Histoire de papillon. C'est, comme je disais, une sorte de conte initiatique. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui arrive dans une grande ville avec un passé très lourd. Dans cette grande ville, il se met à étudier la littérature parce qu'il est passionné par ça. Et il va commencer à lui arriver des choses un tout petit peu étranges, c'est-à-dire surtout qu'il y a une jeune fille qui s'appelle Camille qui va venir l'interpeller et qui lui parle de ses camarades que lui n'avait même pas remarqué puisqu'il est vraiment concentré sur ses études, qui a disparu et ce camarade apparemment était obsédé par lui. Et du coup de là ils vont tous les deux partir à sa recherche. Lui va être très hésitant au début mais il va avoir envie de s'ouvrir à cette fille qui vient le trouver et donc ils vont ensemble former une équipe un petit peu particulière. Et à côté de ça on suit dans ce même texte l'histoire d'un autre personnage qui s'appelle Evan et qui lui est un scientifique qui qui vit que pour son travail. Et il va être amené à passer un test que son patron souhaite lui faire passer pour passer au stade supérieur, c'est-à-dire grimper les échelons de l'entreprise. Et ce test va se révéler extrêmement étrange et lui permettre de faire une introspection sur lui-même et découvrir des choses de son passé qu'il avait enfui. C'est pas le test auquel il s'attendait. Donc voilà, les deux récits, les deux... Et du coup, tous les personnages ils vont se rencontrer d'une manière un peu inattendue au bout d'un moment. Voilà. Exactement, parce que pour le coup, ça c'est vraiment le début du récit, mais il y a quand même un lien entre... Enfin, au début, on suit vraiment deux histoires en parallèle, qui n'ont a priori aucun rapport, et puis petit à petit, on voit qu'il y a un lien entre tous les personnages. Voilà. Exactement. On va découvrir... Lien qui est difficilement visible dès le début, mais qui au fur et à mesure va nous permettre d'aborder des thèmes beaucoup plus lourds et beaucoup plus difficiles, puisque le texte commence vraiment comme quelque chose d'un peu léger et va au fur et à mesure se construire de façon beaucoup plus lourde, avec des thématiques vraiment plus sérieuses. Et le second, que je suis en train de décrire, il s'appelle La tombe de l'inconnu. C'est peut-être un titre provisoire, je ne sais pas encore, mais je ne pense pas. Pareil, c'est un texte à plusieurs voix. Ça raconte l'histoire de May, une jeune fille qui du coup a une vision de la vie un petit peu différente de celle qu'on peut tous avoir. C'est-à-dire qu'elle cherche pas à travailler spécialement, elle cherche pas à rentrer dans les carcans que la société impose. Et elle se balade très souvent dans les cimetières où elle connaît les emplacements des tombes par cœur, où elle s'imagine un petit peu la vie de tous les occupants du lieu. Parce que pareil, elle a une imagination très fertile. Et elle va tomber un jour sur une section de ce cimetière qu'elle ne connaissait pas, et surtout sur une tombe qu'elle n'avait jamais vue, et elle va décider de mener l'enquête sur la personne qui occupait cette partie du cimetière. Une enquête qui va l'amener assez loin. À côté de ça, on suit l'histoire d'un vieux monsieur qui s'appelle Lui, qui a une routine très particulière, où tous les jours il va faire le même trajet d'un lieu A à un lieu X, on va dire. Et c'est vraiment tous les jours de la même façon, et apparemment il est investi d'une mission très bizarre. On ne sait pas trop quelle est cette mission. Il surveille tous ses voisins, tous les occupants du village, etc. dans lequel il habite, et il va décider de former un jeune garçon, parce que lui il est très vieillissant, il a plus de 80 ans, et du coup il va former ce jeune garçon à reprendre sa relève. Ce jeune garçon s'appelle Akihiro. Et enfin, on suit dans les années 60 un dernier personnage qui, lui, s'appelle Ishiro. Ishiro, c'est un jeune boxeur qui est promu à une carrière vraiment grandissante, puisque là, il va participer à un championnat important. Mais la veille du départ à ce championnat, il va aller, sur la demande de sa mère, remettre un plat à une famille dont la maman est très malade. Et quand il va en partir, en fait, la maison va être en feu et tous les occupants vont décéder. Et du coup, il va être accusé de ces multiples homicides, et il va être traité de façon ignoble, d'abord lors des interrogatoires pour lui faire avouer quelque chose dont lui se dit innocent. Et ensuite, pour la suite, je ne vais pas tout raconter. Mais pareil, ces trois récits vont se retrouver à un moment, puisque tout a un lien entre ce qui s'est passé entre chacun des personnages. Évidemment. Ouais.
Et moi, j'en suis là où parce que tu me fais lire en même temps, et du coup, là, j'en suis là, et effectivement, on sait pas si c'est Ichihiro, c'est ça ? Ichihiro, ouais. Si, est-ce qu'il est coupable ou pas, pour l'instant, on ne le sait pas. Et j'adore, moi, je l'avais dit, j'adore le personnage de Mei, je la trouve hyper attachante et tout, bon, bref, voilà, je me demande où ça va aller, et voilà, écoute, on va terminer là. Merci à toi d'avoir bien voulu expliquer le processus d'écriture, ce que ça t'apporte, tout ça. Et puis voilà, merci à toi. Merci et puis à toi, j'espère que tu seras peut-être du coup édité un jour. On va croiser les bras, on va espérer, on va continuer à faire tout court, en tout cas à continuer d'écrire et ensuite on verra bien. Ouais. Et en tout cas merci pour l'invitation, pour les questions, et c'était un plaisir. Mais de rien, et puis on espère que ça vous a donné envie de les lire. J'espère aussi. Si un jour ils sont édités. Ouais. À bientôt, au revoir. À bientôt. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Il y aura peut-être d'autres invités qui viendront nous parler de leur passion artistique dans d'autres podcasts. En attendant, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Salut!